Bonjour et bienvenue pour ce deuxième chapitre de formation à l'esprit critique. Dans le premier chapitre, nous avions abordé la logique. Dans ce deuxième chapitre, nous allons parler des dépassements des biais, notamment des biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais? C'est quelque chose qui va nous tromper. Et on a une citation de Molière qui dit: On est aisément dupé par ce qu'on aime et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Donc, c'est assez intéressant que Molière ait déjà eu l'idée de cette notion de biais. En fait, souvent, on va être trompé par soi-même. Donc, les biais, notamment les biais cognitifs, c'est quelque chose, c'est pas quelqu'un d'autre qui nous trompe, c'est nous-mêmes qui nous trompons, notamment par l'interaction du fonctionnement de notre cerveau. Donc, on a trois piliers pour l'esprit critique. Je vous rappelle que l'esprit critique, c'est la méthode qui va nous permettre d'accéder à la vérité. C'est une étude méthodologique de la vérité. Dans le premier chapitre sur la logique, on a vu que cette méthode, elle consistait d'abord à installer un cadre pour la vérité, une façon d'organiser la vérité, un réceptacle pour la vérité, c'était la logique. Maintenant, dans un deuxième temps, on va étudier tout ce qui fait obstacle à notre compréhension de la réalité, c'est-à-dire tout ce qui va nous tromper de façon systématique. Sur Wikipédia, dans un dictionnaire, le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Donc c'est très important de comprendre cette notion du fait de déviation systématique. Alors, je vous ai fait ici un petit dessin. Donc on peut imaginer un fusil qui tire à peu près à 1000 mètres. Pour qu'il tire à 1000 mètres, on a réglé le fusil. Mais en fait, la trajectoire de la balle, elle n'est pas rectiligne. C'est pas une ligne droite, la trajectoire de la balle. C'est une parabole. Cette parabole, la balle, elle monte et ensuite elle redescend. Et donc on imagine que si on avait réglé notre fusil pour tirer à 1 km, et si on tirait à 500 mètres, on serait à peu près au milieu, là, dans ce schéma. Et on voit que dans ce schéma, l'axe de visée, il est bien en dessous de la trajectoire de l'ogive. Et donc, en fait, même si on sait que la balle, elle n'a pas une trajectoire rectiligne, on verra dans notre lunette, il faudra ajuster et, par exemple, ici, tirer légèrement au-dessus de ce qu'on veut atteindre. Et donc, il faudra corriger notre biais parce que le fait d'avoir conscience du biais ne va pas permettre de le corriger automatiquement. Il va falloir faire ensuite un réajustement. Donc un biais nous fait faire des erreurs naturelles de façon systématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment l'empêcher. Il faudra le corriger. On ne peut pas l'empêcher, donc il faut le corriger. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas empêcher. Les biais cognitifs sont des biais propres au fonctionnement du cerveau humain et les biais techniques sont inhérents à la recherche et à la démarche qu'on s'est donnée, qui est la démarche de la recherche de la vérité. Donc il y aura toujours, quel que soit ce que vous étudiez, il y aura toujours des problèmes qui sont propres à la personne qui veut faire une certaine tâche et un problème lié à la nature de la tâche que l'on veut mettre en œuvre. Ça se passe aussi, je parle par exemple aux futurs enseignants parmi vous. Dans l'enseignement, il y a toujours deux difficultés dans l'enseignement. Une difficulté qui est liée à la nature de la personne à qui vous enseignez. Par exemple, si ce sont des enfants, et ça c'est une notion de ce qu'on appelle la pédagogie. Et il y a aussi des difficultés qui sont liées à la nature de ce que vous cherchez à enseigner. Ça s'appelle la didactique. Donc les biais cognitifs, c'est un petit peu comme la pédagogie et les biais techniques, c'est un petit peu la didactique de l'esprit critique. Donc dans ce chapitre, on va voir qu'en fait il est assez bien documenté, notamment il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ce qu'on va parler là, et donc je vais souvent faire référence à ces vidéos, et ces vidéos elles seront en description de cette vidéo et vous pourrez les trouver et vous devez les regarder. Donc pour expliquer la notion de biais cognitif, il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman qui a exposé
une sorte de modèle du fonctionnement du cerveau, un modèle assez simplifié où le cerveau il aurait deux façons de fonctionner, deux systèmes, et ces deux systèmes ils vont à deux vitesses différentes. Il y a un système lent qui permet de bien réfléchir de façon posée en mettant en pesant le pour et le contre dans chaque décision, en réfléchissant bien, éventuellement en prenant un papier, un crayon, en faisant une étude détaillée de la question, et un système rapide, qui lui veut prendre des décisions tout de suite sans chercher trop à savoir, mais en se basant sur les impressions qu'il a, l'intuition, etc. Et donc ces deux systèmes, ils sont très très bien expliqués dans la vidéo de hygiène mentale, les deux vitesses de la pensée. Et évidemment, les biais cognitifs, tout ce qui va nous tromper, ils sont plutôt du côté de la vitesse rapide. Quand on veut prendre rapidement une décision, on a évidemment beaucoup plus de chances de se tromper que si on cherche à le peser plus longuement et à savoir le pour et le contre de ce qu'on doit décider. Bien sûr, la vitesse rapide, elle est très utile parce que dans la vie de tous les jours, on a beaucoup de décisions à prendre et on n'a pas toujours le temps de peser le pour et le contre. J'ai mis aussi une autre vidéo qui recoupe un peu la même chose en moins détaillé, la vidéo de Brut, comment les biais cognitifs trompent notre cerveau. Donc les conséquences des biais cognitifs, les biais cognitifs sont largement utilisés, ceux qui en ont conscience, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire, mais peu importe, ils sont largement utilisés pour tromper les gens dans différentes situations. Par exemple, pour faire adhérer des gens à une idéologie. On verra tout un chapitre sur la notion d'argument fallacieux, pour essayer de convaincre des gens de quelque chose. C'est un but idéologique. Mais aussi, les biais cognitifs sont très souvent utilisés pour obtenir de l'argent. Alors, les spectacles de magie, c'est une première chose, mais en fait, il y a tout un tas d'autres façons de gagner de l'argent en utilisant des biais cognitifs, les médecines alternatives, les techniques de manipulation, le marketing, la vente, etc. Toutes ces méthodes, elles vont utiliser le fait que dans une certaine situation, on va essayer de tromper une personne, soit pour lui vendre un produit plus cher, soit pour lui faire acheter quelque chose dont il n'a pas besoin, soit pour lui faire donner de l'argent alors qu'il n'a aucune raison de le donner, etc. Les biais techniques dont on va peu parler dans cette vidéo parce qu'on a beaucoup de choses à dire déjà sur les biais cognitifs, sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Ce sont des freins importants au développement scientifique. Par exemple, il y a une notion de biais statistique, mais pour les comprendre, il faudrait déjà comprendre beaucoup de notions statistiques et on va pas avoir tellement le temps d'en parler dans ce cours d'introduction. Alors comment on fait pour dépasser des biais ? Donc la première chose qui est importante pour dépasser un biais, c'est-à-dire pour faire en sorte que ce biais n'impacte pas notre méthodologie de recherche de la vérité, c'est ça que ça veut dire dépasser un biais, il est primordial dans notre démarche, la démarche de l'esprit critique, qui est la démarche de la recherche de la vérité, de prendre conscience des biais afin de pouvoir les corriger. Le dépassement d'un biais, il consiste à ajuster son jugement de façon à compenser le biais. Parce qu'on ne peut pas éviter le biais. Le biais, il est systématique. Il aura lieu de toute façon. Il faudra soit le compenser, soit le contourner. C'est-à-dire d'éviter des situations qui sont propices au biais de façon à ne pas être dans la situation où le biais va forcément se réaliser. Donc soit compenser, soit contourner. On verra dans des exemples comment ces deux stratégies peuvent être mises en place. Alors, il existe beaucoup de biais cognitifs très différents et ils sont classés sur Wikipédia en 6 catégories. On va voir un ou deux exemples dans chacune des catégories. Alors, la première catégorie, c'est les biais vraiment qui sont à l'origine au moment de nos perceptions. Ce sont les biais qu'on appelle sensorimoteurs,
qu'on appelle aussi des illusions, comme les illusions d'optique, les illusions, les illusions sonores, etc. On va prendre un exemple. Ces biais-là, alors on va voir ensuite comment. Donc on va voir le premier exemple. On va voir tout de suite un exemple d'une illusion. Ici, on a cette illusion qui est très, très connue, hein. Deux cases notées A et B sur le schéma. Et ces cases, on nous demande est-ce qu'elles ont la même couleur? Est-ce que A est plus sombre que B? Ou est-ce que B est plus sombre que A? Et la plupart des gens, de ce qu'on voit, même moi qui regarde et qui connais la réponse, j'ai l'impression que A est plus sombre que B. Mais en réalité, A et B ont exactement la même couleur. Donc j'ai ici simplement pris ce dessin, cette image que j'ai trouvée sur internet, hein, et à droite, j'ai barbouillé en noir tout le reste autour des cases A et B, pour qu'on ne voit plus que les cases A et B. Et à droite, on voit bien que A et B, ils ont la même couleur. Et si on regarde à gauche, ce qui est le même dessin, qui n'a pas été barbouillé, on a vraiment l'impression que A et B ont des couleurs différentes, que A est plus sombre que B. C'est le contexte, uniquement le fait qu'il y ait un cylindre, qu'il y ait des cases, qui nous donne l'impression que ces cases n'ont pas la même couleur. Si vous prenez un morceau de papier et que vous découpez des trous aux positions de A et B, que vous placez cette feuille de papier sur votre écran, vous verrez que à gauche, A et B ont la même couleur. Le A de gauche et le A à droite, ils ont la même couleur. Et le B de gauche et le B de droite, ils ont la même couleur. Et donc le A et le B de gauche ont la même couleur. C'est le contexte qui nous fait voir les choses différemment. Donc, sur les biais sensorimoteurs, il faut retenir que ce que l'on voit à un endroit dépend de ce que l'on voit autour. Notre cerveau ne voit pas quelque chose à un endroit. Alors, on n'a pas tellement le temps, mais aussi il faut bien avoir conscience que ce que l'on entend dépend de ce que l'on voit. Ce que l'on goûte, ce que l'on sent, ce que l'on touche, ça dépend aussi de ce que l'on voit. On n'a pas des sens séparés. Tous nos sens y dépendent à la fois du contexte, de nos émotions et de ce que reçoivent les autres sens. De façon générale, les sens sont interdépendants. Il faut aussi retenir qu'on a beaucoup plus que 5 sens. On a d'autres sens comme la proprioception, etc. Donc, cette idée des 5 sens, c'est une vieille idée qui date d'Aristote, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité de nos perceptions. Et donc, ce qu'il faut qu'on retenir aussi, c'est que le contexte, c'est-à-dire ce qu'il y a autour, ici le cylindre, etc., il est tout aussi important que ce que l'on voit à un certain endroit. Donc ici on a notre petit schéma, hein. Donc on a à gauche la réalité, quand on va vers le haut, on a nos perceptions sensorielles. Nos perceptions sensorielles, elles sont déjà elles ont un premier biais, c'est le biais des illusions sensorielles, celles qu'on a déjà dites. Ensuite, une fois qu'on a perçu quelque chose, on va avoir à traiter les informations, notre cerveau aura à traiter ces informations et on va voir ce qu'on appelle les biais attentionnels. Biais attentionnels, en fait, il y en a essentiellement qu'un qui s'appelle le biais d'attention. Le biais attentionnel, c'est le fait que nos perceptions, elles sont influencées par ce sur quoi notre attention elle est focalisée. Alors, le biais attentionnel, c'est un petit peu l'aspect temporel de l'illusion qu'on a vue tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on a compris que ce que l'on voit à un endroit, il dépend aussi de ce que l'on voit autour. Et là, ce que l'on voit ou ce que l'on entend à un moment donné, ça dépend de ce que l'on voit ou ce que l'on entend ou ce que l'on a entendu avant et après. Donc, c'est la version temporelle, le biais d'attention, c'est la version temporelle de l'illusion qu'on a vue tout à l'heure qui était spatiale. Donc, en fait, si on veut vous faire voir quelque chose à un endroit, en vous faisant voir quelque chose avant ou en vous faisant voir quelque chose après,
on va pouvoir changer ce que vous allez voir à un instant T. Ce que vous allez voir ou entendre ou avoir l'impression de voir, l'impression d'entendre à un instant T, ça dépend de ce que vous avez vu avant. Donc, ce biais d'attention, hein, il fait que aussi, ça marche aussi dans ce que vous allez comprendre. Ce que vous allez comprendre à un moment donné, ça va dépendre de ce que vous avez compris avant. Et donc, on peut utiliser ça dans la dialectique, c'est-à-dire la dialectique, c'est l'art d'essayer de convaincre quelqu'un. Et donc, notamment dans ce qu'on appelle les arguments fallacieux. Et on a dans les arguments fallacieux une notion d'argument de diversion. Diversion, ça veut dire qu'on va vous changer un petit peu le sujet qui était la question d'origine pour vous amener à une situation qui fait que vous ne voyez plus vraiment quel était le problème de départ. Vous êtes diverti. Et donc, ça veut dire que votre attention, elle n'est plus sur le problème qu'il y avait au départ. On a aussi, donc ça votre attention, elle peut être soit écartée du vrai problème, soit elle peut être amenée sur un faux problème. Donc il y a deux façons de dévier votre attention, soit on va vous faire regarder ailleurs de l'endroit où il faut vraiment regarder, soit on va vous faire regarder à un endroit précis, mais qui n'est pas l'endroit où il faut regarder. Ça, c'est la notion, par exemple, de faux dilemme. Donc, dans un faux dilemme, on va vous faire choisir entre deux choses, en vous disant soit c'est ça, et qu'en fait, la chose que peut-être que vous devriez choisir, elle n'est ni l'une ni l'autre. Donc, à ce sujet, sur la notion de faux dilemme, il y a cette vidéo là qui s'appelle Noir ou blanc, fausse alternative, faux dilemme. Cette notion de biais attentionnel, elle est aussi utilisée en marketing. En marketing, on a ce qu'on appelle la technique du leurre, où on va vous présenter un objet, par exemple un objet qui est en devanture d'un magasin, qui semble être en promotion, et cet objet, en fait, il n'est jamais vendu. On va toujours vous dire qu'en fait, il est en rupture de stock ou il n'est pas dans le magasin. Mais cet objet-là, il est là juste pour vous faire rentrer dans le magasin. Et ensuite, on vous vendra quelque chose d'autre. On a dévié votre attention. Donc là aussi, il y a une vidéo qui est à regarder sur cette notion de technique de leurre. Donc on voit ici comment un biais cognitif peut être utilisé dans différents domaines, soit ici en dialectique, c'est-à-dire d'un point de vue idéologique pour essayer de vous convaincre de quelque chose, soit dans une utilisation marketing dans l'objectif de vous vendre quelque chose que vous n'auriez pas acheté sinon. Donc ça, ce sont nos biais intentionnels, ce sont ceux qui font passer des perceptions sensorielles vers le traitement cérébral de l'information. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle les biais mnésiques, c'est les biais qui sont liés à la mémoire. Donc une fois que vous avez traité l'information, vous avez vu quelque chose, donc au moment où vous avez vu quelque chose, vous avez pu vous tromper parce que vous avez cru voir quelque chose, mais ce n'était pas exactement la réalité, c'était les illusions sensorielles. Ensuite, peut-être que vous n'avez pas regardé au bon endroit et que ce que vous avez vu avant, ça a influencé ce que vous avez vu. Et donc il y a eu encore un biais au moment où vos perceptions sensorielles, elles ont été traitées par le cerveau. On est passé des perceptions sensorielles au traitement cérébral. Et peut-être que ça, vous l'avez fait il y a une semaine. Ce que vous avez vu il y a une semaine, vous vous en souvenez de façon un petit peu erronée. C'est les biais mnésiques. Mnésique, ça veut dire qu'ils sont liés à la mémoire. Donc, à la fin, vous aurez ce qu'on appelle une observation subjective. Donc, il y a plein de biais mnésiques, hein, je ne vais pas les détailler dans cette vidéo, mais on obtient à la fin une observation subjective. Donc, comment on peut dépasser ces biais? C'est de la façon suivante, en allant par le chemin du bas. Au lieu d'avoir une perception sensorielle, on va utiliser un instrument de mesure. Donc, par exemple, si on parle de la température, au lieu juste de dire j'ai chaud, j'ai froid,
il y a plein de choses qui peuvent influencer la sensation de chaud ou de froid. Par exemple, si vous vous prenez 3 verres d'eau avec un verre avec de l'eau froide, un verre avec de l'eau chaude et un verre au milieu avec de l'eau tiède, et que vous mettez vos doigts, un doigt dans l'eau froide, un doigt dans l'eau chaude, quand vous allez mettre vos doigts ensuite dans l'eau tiède du milieu, le doigt qui vient de l'eau froide, il aura l'impression que l'eau tiède elle est chaude, et le doigt qui vient de l'eau chaude, il aura l'impression que l'eau tiède elle est froide, alors que c'est la même eau tiède. Là, ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de biais, c'est d'utiliser un instrument de mesure, par exemple un thermomètre. On va concevoir un instrument qui va mesurer la température à notre place. Elle va la mesurer de façon objective, c'est-à-dire que le thermomètre, lui, si vous l'avez mis dans l'eau froide avant, que vous le mettez dans l'eau tiède, il dira la température de l'eau tiède. Il ne va pas se souvenir qu'avant il était dans l'eau froide. Si vous le mettez dans l'eau chaude et ensuite dans l'eau tiède, il indiquera exactement la même valeur pour la température de l'eau tiède. Et donc, si quelqu'un d'autre prend un autre thermomètre, il indiquera la même température. Donc ça permet d'éviter les biais liés aux illusions sensorielles. C'est le développement d'instruments de mesure. Et on voit qu'en science, on a développé des tas d'instruments de mesure pour la température, pour la pression, pour le passage du temps. On a des horloges, etc., etc. Ensuite, au lieu de traiter de façon cérébrale, juste que quelqu'un regarde le thermomètre, on peut enregistrer les différentes températures avec un appareil qui enregistre, éventuellement un ordinateur. Donc ici, ça va éviter tous les problèmes de mémoire, puisque ça n'est pas un cerveau qui va enregistrer les données, mais peut-être un ordinateur. Et à la fin, on obtiendra une observation objective. Tout ça, ici, en passant par le bas, c'est-à-dire en utilisant des instruments de mesure, en utilisant éventuellement des ordinateurs pour retenir nos données, ça nous permet d'éviter à la fois les biais sensoriels, les biais attentionnels et les biais mnésiques. On verra dans la deuxième partie qu'une fois qu'on a ces observations, il va falloir raisonner avec ces observations. Et donc, on aura d'autres biais qui vont apparaître.